Juillet 2018. Sous le ciel gris d'une zone commerciale de la banlieue parisienne, une grue démantèle silencieusement une enseigne géante. Geoffrey, la célèbre girafe souriante qui a défini l'enfance de millions de Français, est décrochée de sa façade. À l'intérieur, les allées autrefois vibrantes de couleurs ne sont plus qu'un vaste entrepôt fantôme, jonché de cartons vides et de rubans de liquidation. Des employés en pleurs ferment les portes pour la dernière fois. C'est une fin brutale pour l'empire absolu du jouet. Pendant près de 3 décennies, Toys R Us n'était pas seulement un magasin. C'était le royaume incontesté des listes de Noël. À son apogée, cette machine de guerre américaine comptait 53 immenses hypermarchés à travers la France, écrasant la concurrence et transformant chaque week-end en une aventure magique pour les enfants. Pourtant, en quelques mois seulement, ce titan invincible s'est effondré, rayé de la carte commerciale française, laissant derrière lui des milliers de salariés dans l'incertitude et d'immenses boîtes vides en périphérie des villes. Comment un leader national, dont les caisses françaises généraient encore des bénéfices réguliers, a-t-il pu être conduit à une mort aussi expéditive? Était-ce vraiment la seule faute des écrans et d'Amazon? Ou cette tragédie cache-t-elle un poison financier bien plus sombre, inoculé depuis les gratte-ciel de Wall Street? Derrière les portes verrouillées et les néons éteints se cache l'une des destructions d'entreprises les plus révoltantes du commerce moderne. Voici l'histoire intime, complexe et tragique de l'ascension, de la lente agonie et de la disparition définitive de Toys R Us en France. À la fin des années 1980, l'expérience d'achat de jouets en France obéissait à un rituel immuable et à bien des égards profondément traditionnel. Pour les familles françaises, acheter un jouet signifiait généralement 2 choses. Soit on se rendait dans la petite boutique de centre-ville, un lieu charmant mais souvent exigu, où un commerçant indépendant conseillait les parents parmi une sélection restreinte de poupées de porcelaine, de trains en bois et de jeux de société classiques. Le jouet était précieux, gardé derrière un comptoir ou dans des vitrines bien closes. Soit, à l'approche des fêtes de fin d'année, on affrontait la cohue des hypermarchés traditionnels comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Dans ces grandes surfaces généralistes, le jouet n'était qu'un produit d'appel hautement saisonnier. Pendant 11 mois de l'année, le rayon était minuscule, presque invisible, relégué au fond du magasin entre l'électroménager et la papeterie. Puis en novembre, il explosait de manière chaotique pour capter la frénésie de Noël, avant de disparaître à nouveau en janvier. Le jouet n'était pas une industrie continue en France, c'était un événement ponctuel. Mais en 1989, une onde de choc venue d'outre-Atlantique va percuter ce paysage tranquille et redéfinir à jamais la culture de consommation française. Toys R Us, le titan américain fondé par le visionnaire Charles Lazarus, pose le pied sur le sol français. Et il n'arrive pas avec la délicatesse d'une petite boutique de quartier. Il importe un concept brutal, redoutablement efficace et totalement inédit en Europe. Le Category Killer, ou le tueur de catégorie. Le principe du Category Killer est simple mais dévastateur. Prendre un secteur de vente aux détails spécifiques, en l'occurrence le jouet, et lui appliquer les méthodes implacables de la grande distribution de masse, avec une telle ampleur et une telle profondeur de gamme qu'aucun concurrent généraliste ou spécialiste ne peut s'aligner. Charles Lazarus avait compris une chose fondamentale. Pourquoi les enfants devraient-ils attendre Noël pour voir des montagnes de jouets? Lorsque les premiers magasins Toys R Us ouvrent leurs portes dans les zones commerciales de la banlieue parisienne et des grandes métropoles régionales, le choc culturel est total pour le public français. Ce ne sont pas de simples magasins, ce sont des cathédrales industrielles dédiées au divertissement enfantin. Imaginez des entrepôts massifs de 3000 à 5000 mètres carrés, baignés sous la lumière crue des néons commerciaux, où l'on entre en poussant d'immenses chariots métalliques, exactement comme pour faire ses courses alimentaires. Sauf qu'ici, il n'y a pas de boîte de conserve ni de légumes. Il n'y a que des jouets à perte de vue. La mise en scène est spectaculaire et psychologiquement pensée pour écraser la perception. Les stocks ne sont pas cachés dans une réserve à l'arrière du magasin. Ils sont empilés directement dans les allées, grimpant sur des étagères métalliques qui touchent presque le plafond. Cette abondance visuelle crée un sentiment d'infini. Pour un enfant français des années 90 franchissant ses portes automatiques, l'effet est purement hypnotique.
C'est le paradis sur Terre, accessible 7 jours sur 7, 12 mois par an. Ce sont des dizaines de mètres de linéaires consacrés uniquement aux poupées Barbie, des allées entières débordant de boîtes de Lego, des murs recouverts de jeux vidéo Nintendo et Sega, et des vélos alignés par centaines comme dans une usine de rêve. La promesse de Toys R Us est irrésistible. Si ça existe, c'est chez nous. L'enseigne américaine garantit le plus grand choix imaginable à des prix extrêmement agressifs, cassant les marges confortables des détaillants traditionnels grâce à des volumes d'achats colossaux négociés directement avec les fabricants mondiaux comme Mattel ou Hasbro. Du côté des commerçants indépendants et des dirigeants des grandes surfaces françaises, c'est la panique. Certains dénoncent une américanisation sauvage de la société, une approche froide, standardisée et industrielle qui tuerait la magie authentique de l'enfance. On critique vivement le manque de conseils personnalisés, l'absence de vendeurs qualifiés dans ces immenses hangars impersonnels où le client est livré à lui-même. Mais la réalité économique est implacable. Les consommateurs français, fascinés par ce gigantisme et séduits par la liberté absolue de déambuler pendant des heures au milieu de dizaines de milliers de références, votent avec leur portefeuille. Aller chez Toys R Us ne se résume plus à un simple acte d'achat utilitaire. Cela devient une véritable sortie familiale du week-end. Les parents y trouvent la certitude absolue de dénicher le cadeau exact réclamé par leurs enfants sans avoir à courir 3 magasins différents à travers la ville. Les enfants, eux, y vivent une expérience sensorielle inédite, transformant ces entrepôts de tôle en véritables parcs d'attractions commerciaux. En l'espace de quelques années seulement, l'invasion se transforme en un triomphe absolu. L'enseigne à la girafe ne se contente pas de prendre des parts de marché. Elle crée une nouvelle norme de consommation. Toys R Us a réussi l'impensable, transformer le marché saisonnier du jouet en une machine à cash fonctionnant à plein régime tout au long de l'année. Les fondations de l'Empire sont désormais solidement coulées dans le béton des zones commerciales périphériques de françaises, prêtes à soutenir l'âge d'or qui s'annonce. Les années 1990 et le début des années 2000 marquent l'âge d'or incontesté de Toys R Us en France. Après avoir brisé les codes de la distribution traditionnelle avec son concept fracassant, l'enseigne américaine entame une phase d'expansion fulgurante. Le maillage du territoire s'accélère à un rythme soutenu. De la région parisienne à Lyon, de Marseille à Lille, de Bordeaux à Strasbourg, les immenses boîtes aux bandes multicolores et aux célèbres R inversés fleurissent dans les principales zones commerciales périphériques du pays. À son apogée, le réseau français s'étendra jusqu'à 53 magasins géants, employant des milliers de salariés et s'imposant comme le leader absolu et incontesté du marché. Pendant cette décennie glorieuse, Toys R Us n'est plus seulement une chaîne de magasins, c'est devenu une véritable institution culturelle pour toute une génération d'enfants français. Pour eux, l'enseigne incarne l'abondance joyeuse d'une époque d'insouciance. Le pouvoir d'attraction de ces immenses surfaces de vente est tel qu'elle redessine les habitudes du week-end. Les samedis après-midi, les immenses parkings affichent nos souvent complets. À l'intérieur, c'est un balai incessant de grands chariots métalliques débordant de boîtes colorées. Mais l'arme fatale de cette domination absolue, au-delà du gigantisme des entrepôts, c'est un objet de papier, le catalogue de Noël Toys R Us. Bien avant l'ère des écrans tactiles, des tablettes et des algorithmes de recommandation en ligne, ce gigantesque fascicule glacé, distribué dans des millions de boîtes aux lettres françaises à l'approche de l'hiver, déclenchait un véritable rituel sacré dans les foyers. Dès la fin du mois d'octobre, les enfants s'en emparaient comme d'un trésor. Armés de gros feutres et de ciseaux, ils passaient des heures à scruter chaque page, encerclant minutieusement leurs jouets de rêve, cornéant les pages ou découpant méticuleusement les images pour constituer de longues listes collées sur leurs lettres au Père Noël. Ce catalogue n'était pas qu'un simple outil promotionnel. C'était la Bible annuelle des cours de récréation, le document officiel qui dictait les tendances, des premières consoles PlayStation aux figurines Power Rangers, en passant par les châteaux Lego. Le succès phénoménal de l'enseigne repose sur une mécanique parfaitement huilée de la naissance à l'adolescence. En intégrant l'espace Babies R Us directement au sein de ces immenses structures, le géant américain fidélise les jeunes parents dès l'achat des premières poussettes et des biberons, s'assurant de capter la clientèle à chaque étape du développement de l'enfant.
Toys R Us avait compris que pour dominer, il fallait être présent dans chaque souvenir d'enfance. Geoffrey, la mascotte girafe au sourire bienveillant, sillonnait les allées lors d'animations spéciales. Les tournois de cartes à collectionner, les démonstrations de circuits de voitures ou les lancements exclusifs de jeux vidéo transformaient de simples hangars de tôle en véritables destinations de loisirs pour les familles de la classe moyenne. L'enseigne écrasait ses concurrents en offrant un mélange imbattable. Un choix infini, des prix agressifs et l'assurance absolue de repartir avec le jouet désiré. La France entière semblait alors acquise à ce géant bienveillant venu d'Amérique. L'empire du jouet était à son zénith, incontestable et apparemment indestructible. Pourtant, au sommet de cette gloire éclatante, les fondations mêmes de ce modèle triomphant commençaient, imperceptiblement, à se figer dans le passé. Cette suprématie incontestée cachait pourtant une rigidité structurelle que peu d'observateurs, éblouis par le succès, pouvaient déceler à l'époque. Le modèle du Category Killer, qui faisait toute la force de Toys R Us, exigeait des capitaux colossaux et une logistique d'une lourdeur presque archaïque. Maintenir constamment 40 000 références en stock, 12 mois sur 12, dans des entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés, coûtait une fortune en frais d'exploitation. Il fallait des armées de manutentionnaires travaillant de nuit pour réassortir les immenses étagères, ainsi que des budgets colossaux pour l'éclairage, la sécurité et l'entretien de ces vastes hangars souvent mal isolés. Au tournant du millénaire, l'enseigne était une machine de guerre parfaitement réglée pour la décennie précédente, mais elle était devenue prisonnière de son propre gigantisme. Le concept reposait sur une équation sociologique stricte. Le triomphe continu de la voiture individuelle, la toute-puissance de la zone commerciale périphérique et la patience des familles prêtes à consacrer une demi-journée à déambuler dans un entrepôt. Cependant, dans l'ombre des néons étincelants et des montagnes de boîtes colorées, le monde commençait imperceptiblement à accélérer. Les enfants, cible absolue de la marque, évoluaient désormais à une vitesse fulgurante. Le phénomène que les spécialistes appelleraient bientôt le KGOY, Kids Getting Older Younger, les enfants grandissant plus vite, faisait ses premières victimes. Dès 8 ou 9 ans, les longues listes de Noël ne réclamaient plus de grands châteaux forts en plastique ou de poupées mécaniques, mais des téléphones portables, des consoles de salon de nouvelle génération et des expériences numériques. Une part croissante du budget familial échappait lentement au contrôle de l'empire du jouet traditionnel. Pourtant, dans les bureaux de la direction de Toys R Us France, l'heure était toujours à la confiance absolue. Les bilans financiers de la filiale restaient d'une solidité rassurante. Les magasins continuaient d'être pris d'assaut de la mi-novembre à la fin décembre, et la marque à la girafe demeurait l'une des plus familières et des plus aimées du pays. La division française était rentable, performante et fière de son ancrage territorial. Forts de leur flux de trésorerie positif, les dirigeants locaux pensaient avoir le temps et les moyens d'adapter leurs immenses navires aux nouvelles tempêtes technologiques qui s'annonçaient. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la véritable menace n'allait pas d'émerger sur le sol européen. L'orage destructeur ne se préparait pas dans les rayons repensés des hypermarchés Carrefour ou Leclerc, ni même sur les premiers balbutiements du réseau Internet. Le coup fatal allait être porté de l'intérieur, orchestré depuis les sommets froids et lointains de la finance internationale. Alors que les employés français, épuisés mais fiers, balayaient les allées après un énième Noël record, de l'autre côté de l'Atlantique, des hommes en costume qui n'avaient probablement jamais mis les pieds dans un rayon de peluche s'apprêtaient à sceller le destin de dizaines de milliers de salariés à travers le monde. L'ère de l'innocence commerciale touchait à sa fin. Celle du capitalisme financier prédateur allait commencer. En apparence, au milieu des années 2000, la filiale française de Toys R Us se porte à merveille. Les magasins sont toujours bondés à l'approche de Noël, les catalogues continuent d'inonder les boîtes aux lettres et les résultats d'exploitation restent solides. Les dirigeants locaux, fiers de leur réseau national, ont toutes les raisons de croire en l'avenir. Mais à des milliers de kilomètres des zones commerciales françaises, de l'autre côté de l'Atlantique, une tempête dévastatrice se prépare dans les salles de conseil de Manhattan. Ce n'est pas une tempête commerciale, c'est un ouragan purement financier. Pour comprendre la tragédie de Toys R Us en France,
il faut impérativement détourner le regard des rayons de jouets pour observer Wall Street. Aux États-Unis, la maison mère montre quelques signes d'essoufflement face à la montée en puissance de géants généralistes comme Walmart, qui cassent agressivement les prix sur les jouets pour attirer les familles. L'action en bourse de Toys R Us stagne, ce qui attire l'attention des prédateurs. L'entreprise devient alors la cible idéale pour ce que l'on appelle une opération de LBO, un Leveraged Buyout, ou rachat par effet de levier. En juillet 2005, un consortium composé de 3 puissants fonds d'investissement américains, Bain Capital, KKR et Vornado Realty Trust, s'empare du groupe mondial pour environ 6,6 milliards de dollars. Sur le papier, les communiqués de presse promettent une restructuration dynamique pour relancer la compétitivité de l'enseigne. Mais la réalité mécanique de cette opération s'apparente à l'injection d'un poison lent. Dans un LBO de cette envergure, les acheteurs n'utilisent qu'une infime partie de leurs propres capitaux. L'essentiel de la somme est emprunté aux banques. Or, par un mécanisme légal redoutable, cette dette colossale n'est pas supportée par les fonds d'investissement acheteurs. Elle est purement et simplement transférée sur le bilan de l'entreprise, rachetée elle-même. Du jour au lendemain, Toys R Us, autrefois une multinationale avec des marges de manœuvre confortables, se retrouve écrasée sous une montagne de dettes dépassant les 5 milliards de dollars. Quel est le rapport avec les manutentionnaires, les chefs de rayon et les clients en France? L'impact est direct et implacable. À partir de ce jour funeste de l'été 2005, la mission première de Toys R Us n'est plus fondamentalement de concevoir des expériences magiques ou de vendre le meilleur jouet. L'objectif absolu, vital et quotidien devient de générer du cash pour payer les centaines de millions de dollars d'intérêts annuels exigés par les créanciers. La filiale française, historiquement performante et dégageant de confortables bénéfices, est immédiatement transformée en vache à lait. Chaque euro de profit généré avec sueur par les hypermarchés de la banlieue parisienne, de la région lyonnaise ou du nord de la France est systématiquement aspiré par la maison mère. Cette richesse, créée sur le sol français, est rapatriée aux États-Unis pour éponger une dette qui n'a pas servi à construire de nouveaux magasins ni à embaucher du personnel, mais uniquement à enrichir des actionnaires lointains. C'est une saignée financière silencieuse, invisible pour le grand public qui continue de pousser ses caddies dans les allées, mais elle ronge l'entreprise de l'intérieur. Pendant que Toys R Us France est méthodiquement vidé de sa trésorerie, le monde du commerce de détail s'apprête à vivre sa plus grande révolution technologique. C'est le moment précis où les dirigeants auraient eu besoin d'investissements massifs pour moderniser leurs immenses hangars et préparer l'avenir. Mais lorsque les directeurs français demandent des budgets pour l'innovation, la réponse venue d'Amérique est systématiquement la même. Les caisses sont vides, tout doit aller au service de la dette. Dans les allées des magasins français, cette asphyxie financière se manifeste d'abord de manière subtile, puis de plus en plus visible au fil des années. Les budgets de maintenance sont drastiquement coupés. Les néons défectueux tardent à être remplacés, plongeant certains rayons dans la pénombre. Les moquettes, usées par le passage incessant de millions de chariots et les courses effrénées des enfants, ne sont plus changées. L'atmosphère magique, autrefois si soigneusement entretenue et qui faisait la fierté de l'enseigne, commence à se ternir sous le poids des économies forcées. Pour les employés français, beaucoup présents depuis les premières ouvertures triomphales des années 90, c'est une période de profonde amertume. Ils travaillent d'arrache-pied, enchaînant les heures supplémentaires et gérant des flux colossaux de clients pendant la période critique de novembre et décembre. Ils voient de leurs propres yeux les caisses se remplir, les palettes se vider et les objectifs de chiffre d'affaires être atteints. Mais lorsqu'ils demandent des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail ou simplement des embauches supplémentaires pour soulager les équipes, la direction locale, les mains liées par les directives impitoyables venues d'Amérique, ne peut que leur opposer des refus catégoriques. Le sentiment d'injustice est immense. Pourquoi les salariés français devraient-ils payer le prix fort pour une dette qu'ils n'ont ni voulu ni créée? Pourquoi les fruits de leur labeur quotidien s'évaporent-ils instantanément pour satisfaire des fonds de pension à New York? La gestion des stocks, nerf de la guerre du modèle Category Killer, en pâtit également de plein fouet. Pour optimiser la trésorerie et répondre aux exigences des créanciers,
la chaîne d'approvisionnement se tend dangereusement. Les ruptures de stock sur les jouets les plus demandés, ceux que les enfants ont entourés en rouge dans le fameux catalogue, s'allongent. Les parents français, historiquement habitués à la garantie absolue de tout trouver sous le même toit chez Toys R Us, commencent à ressentir de l'agacement lorsqu'ils se retrouvent face à des étagères vides à 3 semaines du réveillon. Pire encore, cette paralysie financière survient au pire moment possible de l'histoire du commerce de détail. Au tournant de la décennie 2010, le paysage concurrentiel mondial et français se transforme de manière irréversible. Pour survivre, il aurait fallu investir massivement. Repenser les gigantesques surfaces de vente pour en faire des lieux d'expérience interactifs, créer des ateliers pour les enfants et surtout, bâtir une infrastructure e-commerce capable de rivaliser avec les nouveaux prédateurs du net. Mais l'argent manque cruellement. La direction américaine coupe les vivres à l'innovation. Le site web de Toys R Us reste lent, archaïque et peu intuitif, très en retard par rapport aux standards qui s'imposent. Le gouffre insatiable de la dette de l'opération de LBO absorbe chaque once d'énergie vitale de l'entreprise, interdisant toute vision à long terme. Le poison injecté par la finance dérégulée en 2005 fait son œuvre, lentement mais sûrement. La filiale française, pourtant saine, rentable et profondément enracinée dans le cœur des consommateurs, est en train d'être vidée de sa substance. Les murs des hangars sont toujours debout dans les zones commerciales, la grande girafe sourit toujours sur les immenses enseignes bleues, mais à l'intérieur, le roi absolu du jouet n'est plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Il est devenu incapable d'avancer, enchaîné par ses dettes et condamné à regarder la révolution du commerce se faire sans lui. Au début des années 2010, alors que Toys R Us France se débat en interne contre le fardeau invisible de la dette imposée par le LBO américain, le monde à l'extérieur de ses entrepôts subit une mutation foudroyante. La révolution n'est pas silencieuse. Elle se propage à travers des écrans toujours plus nombreux dans les foyers français. Le commerce en ligne, autrefois considéré comme balbutiant et peu sécurisé par les parents, devient une force destructrice menée par des prédateurs redoutables comme Amazon et le champion national de la guerre des prix, Cdiscount. Le paradigme fondamental du category killer, basé sur l'abondance physique et l'obligation pour le consommateur de se déplacer vers une zone commerciale périphérique, commence à se fissurer. La magie de l'entrepôt géant perd de son éclat face à une nouvelle exigence absolue, la commodité. Pourquoi une famille prendrait-elle sa voiture? Affronterait-elle les embouteillages glacés d'un samedi de décembre et la cohue des allées bondées alors qu'elle peut commander exactement le même jouet depuis son canapé, être livré le lendemain et souvent à un prix inférieur? Sur le front physique, la guerre s'intensifie d'une manière inattendue. Les grands distributeurs français traditionnels, comme Leclerc, Carrefour et Auchan, qui avaient été brutalement bousculés par l'arrivée de Toys R Us dans les années 90, préparent leur vengeance avec une stratégie machiavélique. Ils ont identifié une faille vitale. Contrairement à Toys R Us, ils n'ont pas besoin d'être rentables sur la vente de jouets. Pour ces hypermarchés généralistes, la poupée à la mode, la dernière console de jeu ou le coffret créatif le plus réclamé de l'année ne sont que des produits d'appel. Ils décident de sacrifier consciemment leur marge sur ces articles vedettes, les vendant parfois à prix coûtant. Leur objectif n'est pas de faire du profit sur le jouet, mais d'attirer physiquement les parents dans leur magasin à l'approche de Noël, sachant pertinemment que ces mêmes familles rempliront le reste de leur caddie avec du champagne, du foie gras, des chocolats et des décorations festives à forte marge. Pris en étau entre la commodité implacable du e-commerce et le dumping agressif des hypermarchés français, Toys R Us se retrouve dans une impasse stratégique. Pour riposter face à cette concurrence féroce, il faudrait baisser les prix de manière agressive. Mais comment l'enseigne pourrait-elle sacrifier ses marges quand chaque centime de bénéfice est désespérément réclamé par Wall Street pour rembourser les intérêts colossaux de sa dette? Condamnée à maintenir des prix plus élevés pour survivre financièrement, l'entreprise perd son argument historique de compétitivité. C'est ainsi que les employés et les directeurs de magasins français commencent à assister, impuissants, à l'émergence d'un comportement consommateur d'une cruauté absolue, le showrooming. Les vastes hangars de l'enseigne,
autrefois temple incontesté de la transaction, se transforment peu à peu en de simples vitrines d'exposition gratuites pour ses concurrents numériques. Le phénomène du showrooming s'installe alors comme une routine mortifère dans les immenses entrepôts de l'enseigne. Les familles déambulent toujours dans les allées de Toys R Us lors des froids samedis de novembre, mais la nature même de leur visite a fondamentalement changé. Désormais, les parents s'arrêtent devant une boîte de Lego ou un château de poupées, sortent leur smartphone et scannent le code barre pour vérifier si le produit est moins cher sur Amazon ou Cdiscount. Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui, avec la livraison offerte dès le lendemain. Le magasin physique n'est plus le lieu de la transaction finale. Il est tragiquement réduit à une vaste salle de démonstration gratuite. Les clients viennent toucher, soupçer, vérifier la taille d'un vélo ou la solidité d'une poussette, puis rentrent chez eux, ou pire, commandent directement en ligne, tout en se tenant encore au milieu du rayon. Pour les vendeurs impuissants, observer des chariots vides ressortir après une heure de déambulation devient un crève-cœur quotidien. En parallèle, le glissement culturel amorcé par le KGOI, Kids Getting Older Younger, s'accélère à une vitesse fulgurante avec l'avènement des tablettes tactiles. À 10 ans, un enfant des années 90 rêvait d'Action Man ou de grands circuits de voitures. À 10 ans, un enfant des années 2010 ne regarde plus les catalogues papier, il réclame un iPad, un smartphone ou des cartes prépayées pour acheter des skins virtuels dans des jeux comme Minecraft. Bien sûr, Toys R Us vend des consoles et des jeux vidéo, mais la réalité économique de ces rayons est impitoyable. L'électronique de divertissement génère des marges infimes par rapport au plastique traditionnel. L'enseigne vend peut-être des produits plus chers, mais elle gagne infiniment moins d'argent sur chaque transaction. Face à cette double menace existentielle, la fuite de l'acte d'achat vers le web et la désaffection pour le jouet classique, la riposte numérique de l'entreprise est dramatiquement insuffisante. Enfermée dans sa camisole financière imposée par Wall Street, la direction américaine est incapable d'injecter les centaines de millions d'euros nécessaires pour bâtir une infrastructure logistique e-commerce de pointe. Le site web de Toys R Us France est poussif, l'interface est archaïque et l'expérience utilisateur est à des années-lumière de l'efficacité redoutable d'Amazon. Soudain, le gigantisme des magasins, autrefois la fierté de la marque, se transforme en un fardeau insurmontable. Des hangars de 4000 m² coûtent une fortune à chauffer, à éclairer et à sécuriser. Pour masquer la baisse des niveaux de stock et l'absence d'innovation, les directeurs de magasins français ont parfois recours à des astuces visuelles désespérées. On écarte les étagères, on remplit des mètres entiers de linéaires avec le même produit dupliqué à l'infini pour faire illusion. Mais la magie n'y est plus. Les allées résonnent d'un silence nouveau. Pourtant, malgré ces vents contraires, la filiale française se bat avec l'énergie du désespoir. Grâce à l'attachement viscéral des clients et au dévouement total de ses salariés, elle parvient encore à maintenir des parts de marché honorables et à rester le leader physique du jouet dans l'Hexagone. Les équipes espèrent encore secrètement un rebond, un plan de sauvetage ou un répit. Elles ignorent que le compte à rebours final a déjà commencé. L'onde de choc fatal ne viendra ni de la banlieue parisienne, ni de l'expansion d'Amazon en Europe. Elle surgira, brutale, froide et définitive, depuis l'autre côté de l'océan. Le château de cartes du LBO, gorgé de dettes jusqu'à la nausée, est sur le point d'éclater en plein vol. En septembre 2017, l'illusion d'une normalité, même vacillante, vole définitivement en éclats. La nouvelle froide et brutale tombe sur les téléscripteurs du monde entier. Aux États-Unis, la maison mère, Toys R Us Inc., asphyxiée par la montagne de dettes colossales accumulées depuis le rachat par LBO 12 ans plus tôt, se place sous la protection de la loi sur les faillites, le fameux chapitre 11. Le titan mondial, devenu totalement incapable de faire face à des échéances de remboursement se chiffrant en centaines de millions de dollars, commence à s'effondrer sur lui-même. L'onde de choc traverse immédiatement l'Atlantique pour frapper la filiale française de plein fouet. Dans les bureaux du siège social, en région parisienne, c'est l'état d'urgence absolu. La direction française tente désespérément d'éteindre l'incendie médiatique et commercial. Elle multiplie les communiqués de presse et les réunions de crise, martelant un message vital: la division française est une entité juridique distincte.
Elle possède sa propre gestion, ses propres flux de trésorerie et surtout, elle reste fondamentalement rentable. Techniquement et légalement, la France n'est pas en faillite. Les portes des 53 magasins géants resteront ouvertes. Mais dans l'écosystème impitoyable de la grande distribution, la rigueur juridique pèse bien peu face à la panique psychologique. Le marché du jouet est un monde étroit, entièrement régi par la confiance et les rouages complexes du crédit interentreprise. Lorsque le cataclysme américain est rendu public, une vague de terreur silencieuse parcourt les états-majors des grands fournisseurs, des multinationales comme Lego, Hasbro et Mattel, jusqu'aux petits créateurs de jouets régionaux. C'est alors que se déclenche un mécanisme fatal, un effet domino dévastateur que plus personne ne pourra endiguer, la crise de l'assurance crédit. En temps normal, le système fonctionne sur la confiance. Les fabricants livrent leurs montagnes de jouets à l'enseigne et acceptent d'être payés à 60 ou 90 jours. Pour se prémunir contre le moindre risque d'impayé, ils souscrivent des polices auprès de grandes sociétés d'assurance crédit. Cependant, face à la banqueroute de l'Empire américain, ces assureurs paniquent. Jugeant le risque de contagion beaucoup trop élevé, ils coupent le robinet du jour au lendemain. Ils retirent leurs garanties et refusent catégoriquement de couvrir les futures livraisons destinées à la filiale française de Toys R Us. La réaction des fournisseurs est immédiate et foudroyante. Terrifiés à l'idée d'expédier pour des millions d'euros de marchandises sans l'ombre d'une garantie financière, ils bloquent bas les camions. Ils adressent un ultimatum mortel à la direction de Toys R Us France. Désormais, aucune palette de poupées, aucune boîte de briques de construction, aucun jeu de société ne franchira les portes des entrepôts sans un paiement intégral, au comptant et à l'avance. Pour une structure de cette envergure, dont la trésorerie a été systématiquement siphonnée pendant des années par les actionnaires d'outre-Atlantique, exiger un paiement comptant sur l'ensemble des stocks est une véritable condamnation à mort. L'entreprise n'a tout simplement pas les réserves de liquidité nécessaires pour avancer l'argent de la saison entière. Et le timing de cette crise de confiance est d'une cruauté absolue. Nous sommes à l'aube de l'automne 2017. C'est l'instant le plus critique de l'année, la période où les enseignes de jouets doivent massivement remplir leurs immenses réserves pour préparer le Golden Quarter, ce fameux dernier trimestre qui génère plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel. Les célèbres catalogues de Noël de Toys R Us, imprimés des mois à l'avance, sont déjà en cours de distribution dans les boîtes aux lettres françaises. La promesse de l'abondance a été renouvelée aux familles. Mais derrière les portes des entrepôts de la banlieue parisienne ou lyonnaise, les quais de déchargement restent désespérément vides. L'asphyxie ne vient plus des écrans tactiles ou d'Amazon. Elle vient de l'absence même de produits à vendre. La saison de Noël 2017 s'ouvre sur une atmosphère irréelle, presque apocalyptique, à l'intérieur des hypermarchés français de Toys R Us. Habituellement, les mois de novembre et décembre sont une période de frénésie joyeuse, où les allées débordent de marchandises jusqu'au plafond et où les chariots s'entrechoquent dans une cacophonie festive. Mais cette année-là, le contraste est saisissant. Les enceintes diffusent toujours les mêmes chants de Noël en jouets, la mascotte Geoffrey trône toujours au-dessus des portes automatiques, mais à l'intérieur, le cœur de la machine s'est arrêté de battre. Pour masquer l'absence dramatique des livraisons bloquées par la crise de l'assurance crédit, les directeurs de magasins déploient des trésors d'ingéniosité, ou plutôt de désespoir. Ils ordonnent aux équipes de faire de la façade. Les employés reçoivent pour instruction d'écarter au maximum les produits restants sur les étagères pour occuper l'espace visuel. Des centaines de boîtes identiques sont alignées sur des mètres de linéaire pour cacher les trous béants. Parfois, on installe même des cartons vides en hauteur pour donner une illusion de profondeur et d'abondance. L'entrepôt géant, conçu pour écraser le client sous une montagne de choix, se transforme en un décor de théâtre en carton-pâte. Mais les consommateurs français ne sont pas dupes. Lorsqu'ils se présentent en magasin avec les fameuses listes de Noël découpées dans les catalogues, ils se heurtent à une réalité implacable. Rupture de stock, en attente de livraison, indisponible. Les jouets les plus plébiscités de l'année, ceux que les enfants réclament à corps et à cri, sont introuvables. Les parents, stressés par l'approche du réveillon, laissent éclater leur frustration sur les vendeurs. Pour les milliers de salariés français, d'ordinaire si fiers de revêtir leur polo aux couleurs de l'enseigne,
Ce Noël 2017 est un chemin de croix psychologique. Ils doivent affronter quotidiennement la colère des clients, tout en sachant pertinemment que la situation les dépasse totalement. Sous leur sourire de façade, l'angoisse les ronge. Chaque rayon vide est un rappel silencieux de la fragilité de leur propre situation. Auront-ils encore un emploi le mois prochain? Seront-ils payés à la fin de l'année? Pendant ce temps, au siège de la filiale en région parisienne, c'est une course contre la montre désespérée. Les dirigeants français, conscients que l'étau se resserre, cherchent frénétiquement une issue de secours. Ils tentent de convaincre des investisseurs locaux ou des fonds européens de racheter la division française, de la détacher du cadavre américain en pleine décomposition. L'argumentaire est tragiquement vrai. Nous sommes rentables, notre réseau est exceptionnel, sauvez-nous de notre actionnaire. Mais le compte à rebours s'accélère brutalement en mars 2018. Aux États-Unis, la nouvelle tombe comme un couperet final. Incapable de trouver un accord avec ses créanciers pour restructurer son immense dette de 5 milliards de dollars, la maison mère jette l'éponge. Elle annonce la liquidation totale et la fermeture de ses 735 magasins américains. 33 000 employés américains sont licenciés sans ménagement. Pour la France, bien qu'elle soit juridiquement distincte, c'est l'arrêt de mort symbolique et logistique. La structure européenne est officiellement mise en vente par les liquidateurs américains, qui cherchent à récupérer la moindre goutte de valeur pour rembourser les banques de Wall Street. La marque Toys R Us, les systèmes informatiques, les droits d'exploitation, tout est lié au navire amiral en train de sombrer. L'effondrement de l'Empire n'est plus un scénario catastrophe sur le papier. C'est une certitude imminente, un tsunami inéluctable qui s'apprête à balayer les 53 magasins français. La grande liquidation a commencé. L'été s'installe sur la France en cette année 2018. Dans les zones commerciales périphériques, l'asphalte des immenses parkings tremble sous la chaleur de juillet. C'est traditionnellement une période calme pour l'industrie du jouet, le creux de la vague avant la préparation frénétique de la rentrée scolaire et de la saison hivernale. Mais pour les salariés de Toys R Us France, cet été a le goût des cendres. Le 25 juillet 2018, la sentence juridique, redoutée depuis des mois d'agonie silencieuse, finit par tomber officiellement. Incapable de survivre à l'effondrement définitif de sa maison mère américaine et totalement asphyxiée par le blocage de ses approvisionnements, la direction française n'a plus d'autre choix. Elle se présente devant le tribunal de commerce d'Évry pour demander son placement en redressement judiciaire. En un instant, le vocabulaire froid et clinique du droit des faillites vient percuter de plein fouet le monde coloré et insouciant de l'enfance. Le géant est à terre. Il n'est pas encore mort, mais il est placé sous assistance respiratoire, avec une période d'observation de 6 mois accordée par les juges pour trouver un hypothétique repreneur. Pour les quelques 1300 employés répartis dans les 53 hypermarchés du territoire national, c'est le début d'un véritable supplice psychologique. Le redressement judiciaire est un état de mort-vivant commercial. Les magasins ont l'obligation légale de rester ouverts. Les équipes doivent continuer à se présenter à leur poste tous les matins. Mais l'illusion n'y est plus. Dans les immenses hangars à la façade bleue, l'atmosphère est devenue surréaliste, presque fantomatique. Les allées, jadis si bruyantes et vibrantes d'énergie, résonnent d'un silence lourd. Les ruptures de stock qui avaient commencé à la fin de l'année précédente se sont métastasées. Des pans entiers de murs sont désespérément vides. Les vendeurs errent dans ces cathédrales de tôle à moitié abandonnées, passant leur journée à réarranger inlassablement les mêmes boîtes de jeux de société invendues pour masquer la misère, ou à répondre aux questions inquiètes des rares clients de passage. « Allez-vous fermer ?» est devenue la phrase la plus répétée aux caisses. La douleur est particulièrement vive pour les anciens, ces vétérans de l'entreprise qui portent le polo aux couleurs de l'enseigne depuis les ouvertures triomphales des années 90. Ils se souviennent de l'époque où travailler chez Toys R Us était une fierté, où chaque ouverture de magasin était un événement régional, où les chariots débordaient et où les équipes célébraient des chiffres d'affaires records. Aujourd'hui, ils voient l'œuvre de toute leur vie professionnelle se désintégrer sous leurs yeux. Le sentiment dominant n'est pas seulement la tristesse, c'est une immense amertume, la sensation d'une trahison absolue. Ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas démérité. Leur magasin fonctionnait, leurs clients étaient là. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de la finance
punis pour les péchés d'un actionnaire lointain. Pendant que les employés maintiennent les portes ouvertes avec l'énergie du désespoir, en coulisses, une course contre la montre acharnée s'engage. Le tribunal de commerce lance un appel d'offres pour la reprise des actifs de la société. Le sort de l'empire français du jouet, ou de ce qu'il en reste, va se jouer dans les cabinets d'avocats et les salles d'audience. Plusieurs candidats se positionnent pour dépecer le cadavre ou tenter de le ressusciter. Le suspense est insoutenable. Qui va racheter les magasins? Combien d'emplois seront sauvés? Et surtout, alors que l'automne approche et que la saison critique de Noël se profile à l'horizon, une question terrible hante les esprits. L'enseigne historique à la girafe, qui a dominé la France pendant 30 ans, va-t-elle tout simplement être rayée de la carte? En octobre 2018, après des semaines de suspense insoutenable et d'âpres batailles juridiques en coulisses, le tribunal de commerce d'Évry rend enfin son verdict. Parmi les différents candidats à la reprise, c'est l'offre de Jumbo 10, l'entité propriétaire de la chaîne de jouets nordiste Pickwick, liée à la puissante famille Mullier, qui est retenue. Sur le papier, l'annonce résonne comme un soulagement inespéré pour une grande partie des salariés. Le plan de reprise prévoit la sauvegarde de 44 des 53 magasins et le maintien d'environ 1036 emplois. Mais ce sauvetage économique s'accompagne d'une sentence brutale. Si les murs et les hommes restent, l'âme des lieux, elle, est condamnée à disparaître. Les accords de reprise stipulent une condition claire et irrévocable. La marque Toys R Us, engluée dans sa faillite mondiale tentaculaire, ne survivra pas en France. L'enseigne à la girafe doit être totalement effacée du paysage commercial pour laisser place, à terme, à une nouvelle identité. Pour les quelques 200 employés des 9 magasins définitivement écartés par le plan de reprise, c'est la descente aux enfers. Dans ces immenses surfaces sacrifiées, les dernières semaines d'ouverture se transforment en une grande braderie funèbre. Les ultimes stocks, déjà maigres, sont liquidés à des prix dérisoires. Les familles de la région viennent fouiller au milieu des rayons éventrés, poussant des chariots remplis d'articles soldés à 70%. Le brouhaha joyeux des enfants laisse peu à peu la place au claquement métallique des étagères que les manutentionnaires commencent déjà à démonter. Le jour de la fermeture définitive de ces 9 sites est un crève-cœur. Lorsque le dernier client franchit les portes automatiques et que le directeur tourne la clé dans la serrure pour l'ultime fois, l'émotion submerge les équipes. Des larmes coulent sur les visages de ceux qui avaient consacré 10, 20, parfois près de 30 ans de leur vie professionnelle à animer ces allées. Ils se retrouvent sur le parking hagard, réalisant que le hangar immense derrière eux, autrefois temple absolu du divertissement familial, n'est plus qu'une coquille vide appelée à prendre la poussière. Cependant, même dans les 44 hypermarchés sauvés, le traumatisme psychologique est profond. Une transition à marche forcée s'organise et elle prend les allures d'un effacement systématique. Il faut vider les lieux de toute trace du géant américain déchu. Le processus de deuil collectif s'incarne dans des actes matériels presque violents. À l'intérieur, les affiches souriantes de la mascotte Geoffrey sont arrachées des murs. Les vieux polos arborant le logo multicolore tant aimé sont remisés au fond des casiers, remplacés par des gilets anonymes en attendant le lancement de la nouvelle marque. Mais l'image la plus saisissante, celle qui scelle véritablement la fin d'une époque, se joue à l'extérieur. Dans les parkings des grandes zones commerciales de France, de puissantes grues se déploient sous le ciel d'automne. Sous le regard souvent ému des employés sortis observer la scène, de gigantesques bras mécaniques s'élèvent pour détacher une à une les énormes lettres lumineuses fixées sur les façades bleues. Le célèbre R, majuscule inversé, avec son étoile en son centre, oscille un instant dans les airs, suspendu par des câbles, avant d'être déposé lourdement sur le bitume, telle la dépouille d'un monstre sacré terrassé. Pendant près de 3 décennies, Toys R Us avait été le phare incontesté du jouet en France. Il avait dicté les tendances mondiales, écrasé la concurrence locale et façonné les souvenirs de millions de foyers. Mais en cet automne 2018, foudroyé par les erreurs monumentales de la haute finance, ce colosse s'évapore dans le froid juridique d'une liquidation. L'Empire américain n'est plus. Sur ces ruines encore tremblantes, alors que les murs s'apprêtent à être repeints, un nouveau pari, désespéré et incertain, va tenter de voir le jour sous le nom de Pickwick Toys.
En juillet 2019, sur les cendres encore fumantes de l'Empire américain, une nouvelle entité voit officiellement le jour. L'alliance entre les 44 hypermarchés rescapés de Toys R Us et les 20 magasins de l'enseigne nordiste Pickwick donne naissance à une marque inédite, Pickwick Toys. Sur le papier, le projet porté par l'entité Jumbo Dean, liée à la puissante galaxie familiale, Mulliez, propriétaire d'Auchan et de Decathlon, a tout de la contre-offensive parfaite. L'ambition n'est pas seulement de sauver les meubles, mais de réinventer totalement la manière dont les Français consomment le jouet. La promesse de Pickwick Toys est audacieuse. Face à la froideur algorithmique d'Amazon et à l'approche purement utilitaire des supermarchés généralistes, la nouvelle direction veut transformer les immenses entrepôts de tôle en véritables lieux de vie. Le mot d'ordre est de passer définitivement de l'ère de la transaction à l'ère de l'expérience. Fini le stockage massif et intimidant. Place à la convivialité. Les plans de la direction prévoient l'installation de vastes aires de jeu au cœur même des magasins, où les enfants pourront tester les produits, participer à des ateliers créatifs, créateurs de trafic, fêter leur anniversaire ou assister à des démonstrations. Pickwick Toys veut devenir le premier véritable omni-retailer du divertissement, un endroit où les familles viennent pour s'amuser autant que pour acheter. Physiquement, la métamorphose s'opère à un rythme effréné. Dans toute la France, les imposantes façades bleues sont repeintes ou recouvertes, laissant place à un nouveau logo coloré, censé incarner cette ère de proximité. À l'intérieur, les équipes s'efforcent de réaménager les espaces, de repenser la circulation pour rendre ces immenses boîtes moins froides. Cependant, derrière l'enthousiasme volontariste des communiqués de presse et les sourires de façade lors des premières inaugurations, la réalité du terrain est d'une complexité effroyable. Fusionner deux entreprises aux cultures diamétralement opposées relève du casse-tête humain et logistique. D'un côté, les anciens salariés de Toys R Us, habitués aux procédures ultra standardisées d'une multinationale anglo-saxonne et profondément meurtris par des mois de redressement judiciaire. De l'autre, les équipes de Pickwick, issues d'une culture d'entreprise très locale, paternaliste et ancrée dans le nord de la France. Le choc de ces deux mondes est rude. Les systèmes informatiques, totalement incompatibles dans les premiers mois, transforment la gestion quotidienne des stocks et l'unification des références en un véritable chemin de croix. Mais le défi le plus titanesque reste celui de la notoriété. Comment effacer et remplacer dans le cœur des Français une marque mythique, installée depuis 30 ans, par un nom que le grand public ne connaît pas encore? Les millions d'euros investis dans les campagnes publicitaires peinent à imprimer immédiatement cette nouvelle identité dans l'inconscient collectif. Pour de très nombreux parents, en route vers la zone commerciale le samedi après-midi, l'habitude a la vie dure. Ils continuent de dire « on va chez Toys R Us », même si le nom a disparu de la devanture. Et lorsqu'ils pénètrent dans ces nouveaux espaces, la confusion s'installe parfois. La promesse purement expérientielle tarde à se matérialiser concrètement à l'échelle de l'ensemble du réseau, bridée par les coups vertigineux de la fusion. L'enseigne respire encore, mais elle cherche désespérément sa nouvelle âme. Pourtant, malgré ces défis structurels colossaux, la direction reste combative. Elle espère que l'année 2020 sera celle de la véritable relance, la première saison de Noël où la marque Pickwick Toys pourra enfin déployer toute sa puissance. Ils ignorent alors qu'un événement extérieur imprévisible, d'une ampleur planétaire, s'apprête à balayer leur plan de résurrection avec la violence d'un ouragan. Mars 2020. Alors que Pickwick Toys tente laborieusement de trouver son rythme de croisière, de résoudre ses bugs informatiques et d'imposer son nouveau nom aux familles françaises, le monde s'arrête brusquement. Le gouvernement décrète le confinement général pour endiguer la pandémie de Covid-19. Du jour au lendemain, les rideaux de fer s'abattent sur l'ensemble du commerce non essentiel en France. Pour la jeune enseigne, qui vient tout juste de naître des cendres de Toys R Us, le coup est d'une violence inouïe. L'ironie du sort est d'une cruauté absolue. Toute la stratégie de survie, tout le modèle économique vendu par les repreneurs reposait sur une idée centrale. Ramener les clients en magasin grâce à l'expérience physique. Pickwick Toys voulait que les enfants viennent toucher les jouets, qu'ils participent à des ateliers créatifs en groupe, qu'ils célèbrent leurs anniversaires dans des espaces dédiés au cœur des allées. Soudainement, à cause des impératifs sanitaires,
Ce contact humain, cette manipulation physique des objets, devient non seulement impossible, mais littéralement illégal. Pendant les longs mois de confinement, alors que des millions de parents français, enfermés chez eux avec leurs enfants, cherchent désespérément de quoi les occuper, les ventes de jouets explosent. Mais ce pactole inespéré échappe totalement à Pickwick Toys. Enfermée dans la fusion complexe de ces deux anciens réseaux, la jeune entreprise possède une infrastructure e-commerce encore balbutiante, incapable d'absorber un choc logistique d'une telle ampleur. Pendant que les 64 hypermarchés de l'enseigne prennent la poussière dans un silence de mort, accumulant des millions d'euros de loyers impayés pour des surfaces vides de 3000 mètres carrés, les livreurs d'Amazon, de Cdiscount et des supermarchés traditionnels tournent à plein régime. Le gouffre concurrentiel, déjà creusé sous l'ère Toys R Us, se transforme en un abîme insondable. Le consommateur français prend définitivement l'habitude du clic. Même lors des réouvertures progressives, la magie n'opère plus. Les contraintes sanitaires imposent les masques, la distanciation sociale et surtout des panneaux stricts interdisant aux enfants de manipuler les produits en démonstration. Le concept de « magasin pour jouer » est mort-né, étouffé par le gel hydroalcoolique et les jauges de fréquentation. Les mois passent et l'hémorragie financière devient incontrôlable. En 2020, Pickwick Toys accuse une baisse catastrophique de son chiffre d'affaires et l'année 2021 ne permet pas de redresser la barre. La direction tente des plans de sauvegarde de l'emploi, ferme les magasins les moins rentables et licencie des dizaines de collaborateurs. Dans les couloirs du siège social et les réserves des magasins, l'espoir a définitivement cédé la place à la résignation. Les anciens employés de Toys R Us, qui pensaient avoir survécu au pire lors du redressement judiciaire de 2018, réalisent avec effroi qu'ils sont montés à bord d'un navire qui était déjà en train de couler. La tentative de résurrection sous bannière française a échoué. Le changement de nom n'a été qu'un pansement posé sur une hémorragie fatale. Épuisé par les confinements, écrasé par la suprématie d'Amazon et incapable de financer son évolution technologique, l'entité Jumbodis se retrouve au pied du mur. À l'aube de l'année 2022, le couperet, que tout le monde redoutait silencieusement, s'apprête de nouveau à tomber, scellant cette fois-ci le destin final d'un empire en agonie depuis plus de 5 ans. En mai 2022, le couperet tombe avec la froideur mathématique d'une équation insoluble. Après 3 années d'une lutte acharnée mais vaine, la direction de Pickwick Toys se rend à l'évidence. L'expérience de la fusion a échoué, les pertes financières s'accumulent de manière vertigineuse, la fréquentation des magasins ne remonte pas aux niveaux espérés et le poids écrasant des loyers de ces immenses surfaces de vente asphyxie l'entreprise. Le 23 mai, la société Luderix, l'entité juridique qui chapeaute l'enseigne, dépose le bilan et demande officiellement son placement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Pour les salariés, c'est un véritable cauchemar psychologique qui recommence. Une répétition tragique de l'histoire à seulement 4 ans d'intervalle. La grande majorité d'entre eux sont des vétérans, d'anciens employés de Toys R Us. Elles avaient déjà vécu dans leur chair l'angoisse des rayons vides en 2017, le traumatisme de la procédure de faillite de 2018, les larmes des collègues licenciés sur les parkings et le démontage crève-cœur de leur enseigne historique à la girafe. Ils avaient accepté de faire le deuil de leur identité américaine pour embrasser le projet français Pickwick Toys, travaillant d'arrache-pied pour réaménager les rayons et y insuffler une nouvelle âme, espérant enfin trouver la stabilité. Au lieu de cela, ils se retrouvent de nouveau plongés dans les affres de l'incertitude la plus totale, suspendus aux décisions d'un tribunal, avec la peur au ventre de perdre leur gagne-pain. Dans les magasins, l'ambiance des dernières semaines du printemps 2022 est crépusculaire. Le scénario macabre de 2018 se rejoue à l'identique, comme un disque rayé. Les fournisseurs, échaudés par l'annonce du redressement judiciaire et craignant de ne jamais être payés, gèlent immédiatement les livraisons. Les immenses rayons se vident une nouvelle fois, offrant aux rares clients de passage le spectacle désolant d'étagères dégarnies, de têtes de gondoles abandonnées et de palettes à moitié vides. Les équipes, épuisées nerveusement par cette succession ininterrompue de crises, n'ont même plus la force de faire de la façade ou de masquer la misère. Le silence lourd qui règne dans ces gigantesques hangars sonne comme le glas d'une ambition déchue.
En coulisses, la recherche d'un repreneur s'apparente à une opération de sauvetage in extremis. Mais cette fois-ci, l'entité Jumbo 10 et les actionnaires de la famille Moulier jettent l'éponge de manière définitive. L'heure n'est plus aux paris audacieux, aux concepts expérientiels ou aux fusions complexes. Pour éviter la liquidation totale, il faut trouver un acteur financier et logistique suffisamment puissant, capable d'absorber d'un seul coup un réseau national en perdition. C'est alors qu'entre en scène un prédateur venu d'outre-Manche, ou plus précisément d'Irlande, le groupe Smith's Toys. Totalement inconnu du grand public français, Smith's Toys est pourtant un véritable titan de la distribution de jouets en Europe, dominant déjà les marchés britanniques, irlandais, allemands et suisses. Fort d'une santé financière insolente et d'un modèle économique redoutablement efficace et rationalisé, le groupe irlandais a patiemment observé l'agonie du marché français depuis ses bases, attendant le moment propice pour fondre sur sa proie à moindre coût. En juillet 2022, le tribunal de commerce valide sans surprise l'offre de rachat de Smith's Toys. Le groupe irlandais reprend 41 des 45 magasins encore debout, sauvant ainsi un peu plus de 600 emplois directs. Mais, à l'instar de la reprise de 2018, ce sauvetage économique s'accompagne d'une purge sévère. Les sièges sociaux sont brutalement restructurés, les entrepôts logistiques historiques sont fermés ou réorganisés, et plusieurs centaines de salariés restent définitivement sur le carreau, victimes collatérales de cette énième rationalisation. Surtout, l'arrivée de Smith's Toys marque l'éradication pure et simple, physique et symbolique, de toute trace du passé. Les repreneurs irlandais sont pragmatiques, froids et méthodiques. Ils n'ont absolument aucune intention de s'encombrer de l'héritage sentimental de Pickwick Toys et encore moins de préserver l'ADN moribond de Toys R Us. Ce qui les intéresse, ce ne sont pas les souvenirs des familles françaises, ni l'attachement à une mascotte locale. Ce sont les beaux commerciaux. Ils veulent récupérer ces immenses mètres carrés, idéalement situés dans les meilleures zones commerciales périphériques de France, pour y implanter leur propre machinerie. À l'automne 2022, une nouvelle vague de travaux colossales déferle sur l'ensemble du réseau. Les enseignes Pickwick Toy, qui n'auront finalement survécu que 3 courtes années dans l'indifférence générale, sont impitoyablement arrachées des façades. Elles sont remplacées par les immenses logos jaunes, bleus et rouges de Smith's Toys Superstore. À l'intérieur, la transformation est tout aussi brutale. La promesse poétique des lieux de vie, des espaces de jeux ouverts et des ateliers créatifs portés par Pickwick Toys est immédiatement balayée. Les Irlandais démantèlent les zones de loisirs et réimplantent un modèle de distribution pur et dur, extrêmement dense, axé sur l'optimisation extrême des linéaires, la rationalisation des coûts et l'efficacité logistique. Les magasins redeviennent de stricts entrepôts d'achat utilitaires. C'est le coup de grâce absolu, l'ultime chapitre d'une lente et douloureuse décomposition. Lorsque les derniers coups de pinceau sont donnés et que les nouvelles portes automatiques s'ouvrent sous la bannière irlandaise, l'histoire de l'empire Toys R Us en France s'achève pour de bon. Les murs sont toujours là, massifs, dressés sur le bitume des banlieues commerciales. Les enfants continuent d'y entrer le samedi après-midi. Mais l'âme du géant américain qui avait révolutionné la culture de consommation en 1989, tout comme l'espoir éphémère du sursaut français, a été définitivement effacée. Il aura fallu près de 15 ans d'une longue agonie financière, déclenchée par un LBO toxique à New York, suivi de 2 faillites retentissantes, d'un changement de nom désespéré et d'une pandémie mondiale, pour venir totalement à bout de ce titan. Le fantôme de la girafe Geoffrey, qui semblait encore hanter les allées sous l'ère Pickwick Toys, est définitivement exorcisé. Sur le cadavre de l'ancien roi de l'enfance, une nouvelle multinationale a pris place, sans émotion, clôturant le dossier le plus tragique de l'histoire moderne du commerce de détail en France. Aujourd'hui, si vous traversez une zone commerciale périphérique en France, de la région parisienne à Marseille, de Lille à Bordeaux, vous ne trouverez plus la moindre trace physique de Toys R Us. Les immenses hangars de tôle ondulée ont été repeints aux couleurs froides de Smith's Toys ou morcelés pour accueillir des solderies et des salles de sport low cost. Pourtant, la disparition matérielle et juridique de l'enseigne n'a pas réussi à effacer son empreinte indélébile dans la mémoire collective.
Derrière les façades anonymes d'aujourd'hui se cachent les fantômes d'un passé radieux. Pour toute la génération des millennials français, ceux qui ont grandi dans les années 1990 et au début des années 2000, la chute de la marque à la girafe ne représente pas seulement la faillite d'une entreprise multinationale. C'est une part intime et vibrante de leur propre enfance qui s'est définitivement évaporée. Pour ces millions de jeunes adultes, Toys R Us n'était pas un simple distributeur de biens de consommation, c'était un royaume. Ils se souviennent, avec une précision presque charnelle, de l'odeur si particulière du plastique neuf qui flottait dans l'air climatisé, du vertige ressenti face aux murs de boîtes de Lego grimpant jusqu'au plafond et de l'excitation frénétique d'y passer un samedi après-midi pluvieux de novembre. L'héritage culturel de l'enseigne réside dans des rituels familiaux qui ont désormais disparu. Le fameux catalogue de Noël, ce pavé de plusieurs centaines de pages glacées qui atterrissait lourdement dans les boîtes aux lettres, n'était pas qu'une brochure publicitaire. C'était un artefact magique, un document solennel que les enfants épluchaient, découpaient et annotaient au feutre pendant des semaines. Ce qui rend cette disparition si poignante aujourd'hui, c'est la rupture brutale de la transmission. Les enfants émerveillés des années 90 sont devenus des parents à leur tour, mais ils sont confrontés à une réalité amère. Ils ne pourront jamais offrir à leurs propres enfants l'expérience de déambuler, les yeux écarquillés dans ces cathédrales de l'abondance. L'acte d'achat du jouet est devenu froid, transactionnel, réduit à un clic nocturne sur un écran de smartphone, livré le lendemain dans un carton marron anonyme. Cependant, l'héritage laissé par la destruction de Toys R Us ne se cantonne pas à une douce nostalgie romantique. Sur le plan économique et intellectuel, ce dossier restera dans l'histoire des écoles de commerce comme l'un des cas d'études les plus sombres et les plus révoltants du commerce de détail moderne. Il est réducteur, voire intellectuellement malhonnête, d'affirmer que Toys R Us a été tué uniquement par Amazon ou par le désintérêt des enfants pour les jouets traditionnels. Certes, la révolution numérique a porté des coups sévères et l'évolution des comportements a fragilisé le modèle. Mais la leçon fondamentale et tragique de cette histoire est ailleurs. La vérité, c'est que la filiale française de Toys R Us a été froidement assassinée par le capitalisme financier. Le désastre du Leveraged Buyout LBO de 2005 a prouvé, de la manière la plus cruelle qui soit, qu'une entreprise parfaitement saine, solidement implantée dans son territoire et générant des bénéfices réguliers, pouvait être littéralement vampirisée à mort par ses propres actionnaires. Ce rachat par endettement n'a créé aucune valeur. Il n'a permis de construire aucun nouveau magasin, n'a financé aucune innovation numérique d'envergure, n'a amélioré les conditions de travail d'aucun vendeur en France. Il n'a servi qu'à enrichir une poignée de fonds d'investissement à New York, tout en condamnant l'outil de travail de dizaines de milliers de salariés à travers le monde à une lente et inéluctable asphyxie. C'est là que réside le véritable drame humain de cette épopée. Des milliers de salariés français, passionnés par leur métier et dévoués à leurs clients, ont assisté, impuissants, à la destruction de leur entreprise. Ils ont été les victimes collatérales d'une équation financière cynique qui les dépassait totalement. Leur dévouement a été récompensé par des rayons vides qu'ils devaient camoufler, des fermetures forcées, une valse pathétique de changement de nom avec l'éphémère Pickwick Toys, et finalement, des licenciements secs sur le bitume d'un parking de banlieue. Enfin, la disparition de Toys R Us symbolise la fin de l'âge d'or d'un certain modèle d'urbanisme commercial. L'ère de la boîte à chaussures en tôle, de ces gigantesques temples de la consommation périurbaine où l'on se rendait exclusivement en voiture pour accumuler des biens matériels, montre ses limites. Les zones commerciales, autrefois moteurs de la croissance des années 90, cherchent aujourd'hui un nouveau souffle. Le géant américain est tombé, emportant avec lui l'innocence d'une époque de consommation débridée. Mais dans l'esprit de millions de Français, lorsque les néons s'éteignent sur les parkings déserts et que l'hiver approche, l'ombre bienveillante d'une grande girafe souriante plane encore secrètement sur la magie de Noël. La disparition de Toys R Us en France nous rappelle une vérité brutale du monde des affaires. Aucun empire n'est éternel, peu importe la taille de son royaume ou la ferveur de ses sujets. Nous avons souvent tendance à accuser la modernité, l'essor implacable du commerce en ligne, les algorithmes d'Amazon ou l'obsession des nouvelles générations pour les écrans tactiles.
d'être les seuls fossoyeurs du commerce physique traditionnel. Mais l'histoire de l'enseigne à la girafe nous enseigne une leçon bien plus sombre et complexe. Une entreprise florissante, rentable et profondément ancrée dans la culture d'un pays peut être rayée de la carte non pas par manque de clients, mais par la voracité d'un système financier totalement déconnecté de la réalité du terrain. Le leverage buyout de 2005 a prouvé que lorsqu'une société est forcée de cesser d'investir dans son avenir pour rembourser les dettes artificielles de ses actionnaires, elle signe son propre arrêt de mort. Toys R Us France n'a pas péri d'avoir vendu de mauvais jouets ou d'avoir perdu l'amour des enfants. L'enseigne est morte d'avoir été vidée de sa substance vitale par Wall Street. L'incapacité de s'adapter n'était pas un choix stratégique, mais une paralysie financière imposée. Mais au-delà des bilans comptables, des redressements judiciaires et des liquidations, le commerce de détail n'est jamais qu'une simple succession de transactions. C'est le reflet de nos modes de vie, de la géographie de nos villes et par-dessus tout, de nos mémoires. Quand les immenses lettres lumineuses de Toys R Us ont été arrachées des façades des zones commerciales, ce n'est pas seulement une chaîne de magasins qui a été effacée, c'est un pan entier de l'enfance de millions de Français qui s'est évaporé. Le frisson de découvrir le lourd catalogue de Noël dans la boîte aux lettres, l'émerveillement sensoriel face aux allées infinies et cette certitude enfantine que tout était possible à l'intérieur de ces murs. Tout cela n'appartient plus qu'à l'histoire. Les temps changent, les habitudes d'achat se dématérialisent, mais la nostalgie de ces grands temples de l'insouciance reste intacte. Le commerce est un cycle impitoyable où seule l'adaptation garantit la survie et où croire que le passé protégera le futur est la plus dangereuse des illusions. Et vous? Quels sont vos souvenirs les plus marquants dans les allées de Toys R Us? Faisiez-vous partie de ces enfants qui découpaient fiévreusement le catalogue à l'approche de Noël? Partagez votre histoire et vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous. Si ce documentaire vous a touché et que vous souhaitez comprendre l'histoire cachée derrière les grandes enseignes qui ont façonné notre culture, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et à très bientôt pour un nouveau chapitre de l'histoire du commerce.